Pour ce numéro de votre émission Entretien du jour, nous recevons pour vous le chef de file de l'opposition, Saleh Kedjabo. Ancien ministre, député, il est le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, l'UNDR. Saleh Kedjabo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le combat pour l'effectivité de la démocratie au Tchad, comment se poursuit-il? Il se poursuit, il ne s'arrêtera jamais, malgré les embûches, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, parce que, contrairement à ce que les gens croient savoir du Tchad, nous sommes un pays dirigé par un dictateur, un militaire, qui continue sur la dictature, encore avec nous. Donc, cette page n'est pas du passé? Oh, absolument pas. La casquette demeure? De plus en plus, parce que de plus en plus, dites-vous. De ce point de vue, on a reculé. Vous savez que ils ont instauré une 4e République, ils ont changé de constitution, il n'y a plus de Premier ministre, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul, le président. La démocratie, dans ce cas-là, elle ne peut pas avancer. Vous le dites, mais pour le président tchadien, Idriss Déby, il s'agit d'une nouvelle orientation pour asseoir le développement. Désormais, il va en personne au front pour toucher du doigt ce qui ne va pas et changer au besoin les leviers. Et vous pensez vraiment qu'un président qui a beaucoup de choses à faire, qui a beaucoup de défis pour son pays, a le temps d'aller visiter la direction générale de l'électricité parce qu'il manque d'électricité à N'Djamena, a le temps d'aller à la frontière avec le Cameroun, voir les douanes et autres si ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de déperdition d'argent, ou qu'il a le temps d'appeler les 10 maires d'arrondissement pour leur demander de curer les caniveaux, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'a pas d'idée, ça veut dire qu'il n'a plus de vision pour le pays. Il est en panne du point de vue de ce qu'il doit faire pour le pays. On ne peut pas, après 28 ans au pouvoir comme Déby, être amené aujourd'hui à chercher péniblement à réaliser les fondamentaux. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, soit, mais le chef de l'État continue, quand on le suit, de rêver gros pour le Tchad. Ce sont ces mots, Saleh Kedjabo, vous l'avez suivi. La décentralisation reste l'un des leviers sur lesquels le chef compte pour pouvoir asseoir un développement inclusif. Qui parle de décentralisation parle aussi d'élections locales. Et là-dessus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il ne fait plus rêver quand vous parlez de rêve. Ah, lui, il le dit toujours. Vous le pensez dans votre rôle, mais lui le dit. Il ne fait plus rêver parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation où nous voulons manger. Ceux qui mangeaient 3 fois par jour mangent 2 fois. Ceux qui mangeaient 2 fois mangent 1 fois. Ceux qui mangeaient 1 fois mangent à peine. C'est ça notre problème aujourd'hui au Tchad. La réalité. Et manger de qualité. C'est ça notre problème. Et donc, nous faire rêver, c'est des rêves. Je pense que dans tout ça, est-ce que nous avons le temps, je veux dire le temps intellectuel, de penser à la décentralisation? J'en doute. Parce que la décentralisation a été une option de la Conférence nationale souveraine en 1993. C'est-à-dire il y a 25 ans. Pas un seul pan de la décentralisation a été effectué. On a fait de la déconcentration, d'ailleurs mal faite, et on appelle cela de la décentralisation. C'est pas ça. On revient encore aujourd'hui, 25 ans après, nous resservir le même plat de la décentralisation comme si c'était nouveau. Non, c'est pas nouveau. Si, c'est ancien. Et on a échoué. Et je ne vois pas comment aujourd'hui on peut réussir. Alors, tout ce qu'il propose pour essayer d'huiler la machine, pour vous, ça ne saurait prospérer. C'est du pipeau. C'est du pipeau parce que ce qu'ils recherchent, en réalité, c'est des prébandiers. C'est comment alimenter les prébandes qui vont alimenter ces sujets, entre guillemets, qui sont de plus en plus nombreux, parce que c'est là qu'il y a la source d'approvisionnement. Et donc, il va, aujourd'hui, vous parlez de décentralisation, il n'y voit que les postes à pourvoir. Ce qu'on doit obtenir par des élections normales, il y voit des élections truquées qui vont lui permettre d'avoir tout le contrôle des régions, des départements, des collectivités autonomes. Ça va faire quand même un effectif d'environ 500 personnes à caser. C'est ça qui l'intéresse. Et non pas les effets réels, induits, inclusifs de la décentralisation en tant que telle. Si vous trouvez qu'il y a des copies à revoir dans ce sens, je trouve que récemment, il y a une belle occasion qui a quand même été donnée à cette opposition pour pouvoir apporter ses contributions. Je veux parler de ces dialogues maintes fois initiés et de ces rencontres qu'on a observées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ça dit que la voix de l'opposition n'a pas toujours été audible, ou ça aussi, ça a été comme du saupoudrage. Mais vous voulez parler du forum peut-être qui a donné toutes ces orientations dans lesquelles on est en train de s'engouffrer aujourd'hui.
le forum, nous avons en son temps refusé d'y participer parce que nous en connaissions d'ores et déjà bien avant qu'elles se tiennent les conclusions et les orientations, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, je ne vois pas comment est-ce que ce système, en place depuis 28 ans, dont les ressorts sont complètement cassés, peut aujourd'hui se reconstituer, se régénérer pour proposer et réaliser quelque chose de nouveau pour le pays. Nous avons proposé à l'inverse un dialogue. La différence entre les deux, c'est quoi? Un forum exclusif, on le voit aujourd'hui, va à des conclusions qui étaient déjà pré-traitées, dont on prend les résultats qu'on met dans des tiroirs et on les applique comme on le veut. Alors qu'un dialogue inclusif vous amène à des conclusions qui s'imposent au gouvernement. Ce sera comme un tableau, un cahier de charge qu'il faut suivre rigoureusement. Et arriver aux solutions, nous pensions, nous en tout cas, et nous pensons toujours que seul un dialogue inclusif peut amener le Tchad à sortir de cette situation dans laquelle on s'engouffre de plus en plus. Il n'y a pas d'issue avec ce pouvoir. Pour l'instant, ce dialogue reste hypothétique. Plus qu'hypothétique, irréalisable. Irréalisable. Alors la question des élections locales aussi. Je vous ai décrit le schéma qu'on va nous amener en son temps après les législatives qui vont avoir lieu probablement d'ici à mars prochain. Ou en même temps, donc la date du novembre ne tient plus pour les législatives. Je l'ai dit en son temps, j'ai dit que c'était un rêve utopique que de vouloir organiser des élections. Vous l'avez dit, mais beaucoup de choses ont évolué. Mais l'évolution, c'est qu'on ne pourra pas les organiser en novembre. Voilà. On pourra peut-être y aller vers le mois de février-mars, je dis bien peut-être. Encore faudrait-il maîtriser un certain nombre de mécanismes, dont les mécanismes financiers, parce que le président lui-même l'a dit le jour où il promulguait la Constitution de la 4e République, que sans les partenaires techniques et financiers du Tchad, ces élections législatives ne peuvent pas avoir lieu. Et pour cela, il faudra donc s'accommoder d'un certain nombre de conditions. Les partenaires du Tchad, les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne et autres, pour ne citer que ceux-là, vont quand même demander un minimum de transparence et nous imposer un cahier de charges qu'il faudra qu'on respecte pour qu'ils déboursent quelque chose pour les élections au Tchad. Mais vous aurez remarqué dans tout ça qu'un pays souverain qui n'arrive pas à payer ses salaires n'arrivera pas non plus à organiser ses élections. C'est quand même grave pour un pays indépendant. Oui, pour le Tchad, beaucoup s'interrogent, et c'est là qu'on se demande, mais l'opposition, elle aussi, est-ce qu'elle joue à fond sa partition? Aujourd'hui, il n'est pas un secret, sans doute aussi pour vous, que c'est récurrent qu'on parle de cas de malnutrition au Tchad. Ce Tchad qui a tout pour permettre à ses enfants de s'en sortir. Et c'est même un problème cyclique. Et on a de la peine à comprendre que ce problème devient récurrent. Mais il est récurrent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un gouvernement qui n'arrive pas à avoir une politique réelle d'autosuffisance alimentaire ne peut que tomber dans ce travers de qualité de l'alimentation. Et donc aujourd'hui, les adultes n'arrivent pas à manger correctement. On retombe donc au niveau des enfants qui sont malnutris. Ils n'ont pas d'aliments de qualité. Là aussi, il faudra appeler l'aide extérieure au secours. C'est ça une des preuves de l'échec du système. Vous ne mangez pas et vous mangez mal. Donc il n'a rien à espérer de ce système actuellement en place. Non, ça nous avons tiré la conclusion depuis longtemps. Et c'est pour cela que quand on parle d'opposition, il faut relativiser les choses parce que l'opposition dans des situations de ce genre, elle est plurielle. Tout à fait. Elle est plurielle, ce qui veut dire que là-dedans, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Quels sont réellement les opposants? Quels sont réellement ceux qui ont un schéma pour le Tchad dans l'opposition pour l'avenir du pays? Quels sont ceux qui ont un programme alternatif? C'est ça, l'opposition, je pense, se trouve là, à ce niveau-là. Mais combien sont-ils aujourd'hui au Tchad? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et vous en savez quelque chose en tant que chef de file de l'opposition. Vous pensez que quelque chose est vraiment faisable avec cette opposition? Récemment, on a vu autour de la question des législatives une entente presque difficile pour pouvoir avoir une liste et regarder ensemble dans la même direction. Ben, on va se battre. Je pense que le plus important, c'est que si nous sommes tous conscients du fait que le régime actuel est un danger permanent pour notre pays et pour notre avenir, si nous sommes au moins d'accord là-dessus et qu'il faille un programme alternatif pour que l'opposition s'entende et constitue des listes communes un peu partout pour barrer la route au parti au pouvoir, je crois qu'à ce moment-là, l'opposition tchadienne aura fait œuvre utile. C'est à ça qu'on va s'atteler, c'est à ça que je m'attelle en tant que chef de l'opposition, essayer d'unifier autant que faire se peut les forces et les efforts pour nous amener dans une direction commune. C'est handicap à ce développement tant souhaité et à l'éclosion de ces rêves
paraît-il, c'est aussi le niveau d'éducation de la plupart des enfants de ces pays. Le Tchad en fait donc partie. Je fais donc une petite ouverture sur le monde. Comment entrevoyez-vous ces défis qui sont des défis de taille désormais pour l'Afrique, la question de l'éducation? Mais le défi, le premier des grands défis de l'Afrique, c'est l'éducation. Tout ce qu'on va vous raconter d'industrialisation... Vous y croyez aussi? C'est bien entendu, parce qu'un peuple non éduqué ne peut rien comprendre et ne sera pas donc présent à l'heure des grands changements. Lorsque vous demandez à un cultivateur, vous venez lui expliquer comment il faut faire pour produire mieux et plus en termes d'ananas, en termes d'anacarde, en termes de coton et autres. S'il n'est pas éclairé, s'il n'est pas éduqué, s'il n'est pas alphabétisé, il va comprendre, il ne comprendra pas. Donc il faut qu'on mette l'accent sur l'éducation et tous les pays qui sont développés ont d'abord mis l'accent sur l'éducation. Ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui aux États-Unis, en Europe et autres, dans l'agriculture ou dans l'élevage, on fait fonctionner tout avec les ordinateurs. Quand est-ce que le paysan africain va arriver à ce niveau-là? Je ne demande pas qu'il y arrive demain ou après-demain rapidement, mais je pense que les fondamentaux les plus importants pour l'Afrique, c'est l'éducation. Il faut absolument investir massivement dans l'éducation et la recherche. Ce qui se fait actuellement vous rassure? Non, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas. Quand je voyage quand même un peu dans l'Afrique. En Afrique, je connais quand même beaucoup de pays. Oui, je suis au regret de constater que c'est pas ça. Je suis au regret de constater que nos gouvernements, nos gouvernants sont pris dans la tourmente de l'immédiateté et n'ont donc pas de prévision, de vision à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans, dans 25 ans, dans 50 ans? Il n'y a pas encore cette vision-là. Et donc, je pense que nous avons du chemin à faire. Du chemin à faire, vous dites, pas de vision. Peut-être, mais récemment, on s'est rendu compte qu'il y a eu une concertation, une sorte de concertation autour de la question de l'Afrique de demain. On a vu des chefs d'État presque unanimement à l'unisson parler d'une coopération Chine-Afrique, une union sacrée pour permettre un décollage effectif de l'Afrique. Vous avez un petit sourire aux lèvres. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? France-Afrique, Amérique-Afrique, Europe-Afrique, c'est tous ces gadgets aujourd'hui remplacés. Gadgets, dites-vous? Remplacés par Chine-Afrique. Non, l'Afrique d'abord. Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? Et qu'allons-nous faire par nous-mêmes? Et ça, ce n'est pas une vision? Ce n'est pas une vision. On va s'endetter de façon bête et irréfléchie auprès des Chinois qui, eux, sont prêts à nous aider massivement. Mais les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. Vous pensez qu'ils donnent tout ça sans qu'il y ait quelque chose en retour? Non. Moi, je pense qu'il faut que les Africains redeviennent ou deviennent majeurs. Il faut qu'on soit plus responsable. Il faut qu'on soit plus visionnaire. Il faut que nos dirigeants nous amènent dans la direction où c'est vraiment l'Afrique. Qu'on sorte un peu de toutes ces erreurs, de toutes ces fautes qu'on a commises pendant ces 25-30 dernières années pour enfin réorienter notre chemin et prendre le véritable chemin de l'Afrique, sans autre intervenant que l'Afrique. Après, on verra. Pour le moment, attachons-nous la ceinture, cessons de copier les autres, cessons de vouloir faire absolument comme les autres, revenons à nos propres fondamentaux africains, à notre culture, à notre environnement, à ce qui nous est proche, à ce qui nous est commun. Réalisons cela d'abord, avant de vouloir regarder en direction des autres. Malheureusement, la jeunesse se perd dans tout ça. Le constat est ahurissant. Cette Afrique reste essentiellement jeune, de par l'ossature de sa population. Jeune, en déperdition, avec des cas d'immigration et des cas de décès qui donnent vraiment des frissons. Salih Zabo, pensez-vous qu'on peut changer de paradigme dans les années à venir? Ça va être difficile avec ces mêmes dirigeants que nous voyons aujourd'hui qui accourent à aller s'aligner un à un derrière les Chinois pour signer des contrats alors qu'ils ont des urgences chez eux. Vous avez cité le cas de la Méditerranée qui engloutit des milliers de nos jeunes chaque année. Quel est le pays africain qui a pris ce problème en main pour lui trouver une solution? Même s'il n'est pas directement concerné, un autre pays est concerné. Nous sommes quand même des frères en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on va fermer les yeux sur les Maliens, les Sénégalais et autres qui vont mourir chaque année dans la Méditerranée? C'est quand même une portion de l'Afrique importante qui est en train de mourir comme ça. Si vous devez conclure sur une adresse relativement à cette Afrique de demain. Mais l'Afrique de demain, c'est notre Afrique. C'est l'Afrique à laquelle on demande la participation de nos dirigeants pour qu'ils cessent d'être des mendiants
des mendiants financiers, des mendiants en nourriture, des mendiants même intellectuels. Ça veut dire que notre pauvreté est devenue même une sécheresse intellectuelle. On ne sait plus rien produire pour l'Afrique. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on reprenne une autre direction, qu'on privilégie l'Afrique, qu'on associe tout le monde à la réflexion sur l'Afrique, la jeunesse en particulier, dont je dis qu'elle n'a pas d'avenir dans un système comme celui-ci. Elle ne mérite pas cela. Merci Saleh Kedzabo, mesdames, messieurs, merci, ce sera tout pour la rubrique du jour. À l'instant, Saleh Kedzabo, le développement de l'Afrique passe par le développement interne d'abord, ses fils d'abord, une démarche inclusive et non exclusive pour espérer cette Afrique prospère. Tout n'est pas perdu. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.